Bonjour à tous, aujourd'hui on est en forêt sur la montagne du Bougès dans le parc national des Cévennes et on vous propose de nous accompagner à la recherche des champignons et d'essayer de découvrir ce monde qui est extrêmement vaste en forêt. C'est le deuxième compartiment de biodiversité dans les forêts de France. Le premier compartiment c'est les insectes et juste derrière on a entre 20 et 30 000 espèces de champignons dans les forêts françaises. Et c'est tellement vaste qu'on ne peut pas espérer connaître. Il faut cadrer sur un petit domaine de champignons. Il y en a qui sont spécialistes dans les champignons qui se mangent, par exemple. Ils connaissent tout ce qui se mange. Et personnellement, moi, je m'intéresse un peu à tout, mais j'ose pas rentrer dans tous les détails. Et on pourrait déjà s'intéresser à qu'est-ce que c'est un champignon. Le champignon, il est apparu une fois que la Terre avait commencé à produire beaucoup de matière organique, il y a très longtemps, hein. On dit que les premiers champignons, ils datent de 450 millions d'années. Ça date à peu près de la sortie des eaux pour les plantes. C'est à peu près la même période. Donc à partir du moment où les plantes, qui sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prendre le carbone de l'atmosphère et de fabriquer quelque chose avec. Donc toutes les plantes, les mousses, les fougères, les premiers arbres ont commencé à sortir à cette période-là et fabriquer du carbone. Et à un moment donné, il a fallu détériorer ce carbone. Et le champignon, en gros, c'était sa fonction. Le champignon, il n'est pas capable de produire sa matière organique tout seul. Et il est obligé d'utiliser de la matière organique en décomposition, du carbone qui a été produit par des arbres, par des mousses en train de pourrir, par des lichens en train de pourrir. Et c'est nécessaire, c'est indispensable en fait. Le champignon, s'il n'était pas là, on étoufferait sous une masse de bois, d'herbes, de végétaux qui s'accumuleraient sur la terre. Donc il est indispensable au recyclage de la matière. Sans le champignon, on ne pourrait pas être dans la terre qu'on connaît aujourd'hui. Et il est extrêmement diversifié. On dit que dans un mètre cube d'air, il y a 20 000 spores de champignons. Ça veut dire qu'il est potentiellement partout et il peut s'exprimer partout. Ce qui limite la présence d'un champignon dans son environnement, eh ben, est-ce que l'habitat de ce champignon est là? Vous avez tous peut-être rêvé d'avoir des girolles ou des cèpes dans le jardin. Mais si vous avez une bonne pelouse que vous coupez tous les 15 jours, vous êtes sûr de ne pas avoir l'habitat du cèpe ou de la girole. Et donc, par contre, comme les spores sont dans l'air, si un jour dans votre jardin il y a une magnifique hêtraie ou une sapinière avec de la belle herbe bien moussue, tout ça, là vous avez des chances d'avoir du cèpe. Et c'est ça qui limite la propagation des champignons. C'est est-ce que, puisque le spore se déplace facilement partout, est-ce que l'habitat du champignon est là? Et donc quand on analyse à l'intérieur de la Terre tout ce qu'il y a, eh ben, on se rend compte qu'il y a plein de mycélium, c'est-à-dire les filaments qui sont la partie principale en fait du champignon. Elles sont de milliers là-dedans sous terre. Il y a des dizaines et des dizaines d'espèces. On a déjà eu une thésarde dans le parc national des Cévennes qui a étudié les forêts anciennes et qui a prélevé des échantillons de terre. Et dans chaque échantillon de terre, elle avait des dizaines et des dizaines de mycélium de champignons. Et c'est ça qui est important en fait, c'est ce qu'il y a dans la terre. Et ça, le champignon qu'on met dans l'assiette ou qu'on regarde, qui apparaît sous terre comme celui-là ou celui-là, et ben ça c'est le fruit. C'est entre guillemets la pomme du pommier. Et donc ça on peut le prélever sans dommage sur le champignon qui est sous terre. En revanche, si vous y allez à la pioche, au râteau, si vous êtes avec des gros engins qui circulent dans la forêt, vous faites plus de dommages sur le champignon qu'en prélevant juste le fruit, la pomme. Et ça, c'est des petits conseils qu'on peut donner. C'est un grand classique, hein. Faut-il couper le champignon au couteau? Eh ben, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est comme si vous ramassiez une pomme et que vous laissiez la moitié ou une partie de la pomme sur l'arbre. Ça va pas servir à grand chose aux pommes. Il y a peut-être des animaux qui vont s'en servir, hein, qui vont en profiter. Alors là, je suis en plus en train de couper un champignon qui s'appelle la récompense du mycologue. Et vous avez vu, en un instant, il a bleui. Il a une chair jaune qui bleuit en quelques secondes.
Et c'est un champignon qui n'est pas du tout appétissant dans la poêle. Et pourtant, il est comestible. Alors il faut quand même bien savoir le reconnaître parce qu'il a des petits détails. Et notamment, il y a comme une poudre rouge sur le pied. La mousse, elle est rouge dessous. Et le dessus, il est marron velouté. Si vous avez un réseau rouge, c'est pas bon. Et bon, une fois qu'il est cuit dans la poêle, le bleu qui est pas appétissant, vire au jaune, revient jaune. Donc ça redevient appétissant. Bon, moi c'est un champignon que je laisse tranquille. J'avais pas trouvé qu'il était extraordinaire, même s'il s'appelle la récompense du mycologue. Je le laisse. Alors là, je voulais découper en morceaux. Je le remets, je le replante. Là, il sert plus à rien. Et ça, c'est un autre champignon, un grand classique qui cause plein de fausses joies aux chercheurs de cèpes. Parce que quand il est comme ça dans la forêt et qu'on le recouvre de mousse, on a l'impression, waouh, c'est un cèpe. Et en fait, on le retourne, mince, il y a des lamelles dessous, donc c'est pas un cèpe. Et donc, paf, on shoot dedans et on va le jeter plus loin. Bon, ça, c'est pas un comportement à encourager. Pas parce qu'il crée un problème de biodiversité dans la forêt, mais c'est juste c'est du savoir-être en forêt. C'est de pas, ça sert à rien de retourner le champignon. C'est comme si vous alliez dans un verger et que vous shootiez dans les pommes et les poires ou les fruits que vous connaissez pas, parce que vous n'avez pas envie de les ramasser. Autant les laisser sur place. Ça, par contre, c'est un champignon qui trompe tous les mycophages, parce qu'on croit que c'est un cèpe, et donc on ne s'y intéresse pas du tout, mais en fait, il est comestible. Et ça s'appelle la russule belette. Il y a une petite couleur de belette, si on a l'imagination. Et le pied des russules, comme les lactaires, il se casse comme si c'était de la craie. On a l'impression d'avoir cassé de la craie. Ça, c'est typique des russules et des lactaires. Et pour différencier du lactaire, le lactaire, si je casse comme ça des lamelles, je vais très vite avoir du lait qui s'écoule des lames. Et ce n'est pas le cas ici. Donc on a affaire à une russule. Et la russule belette, c'est vraiment la russule faux cèpe, quoi, qui a un peu la couleur, le rond, le côté obèse du cèpe. Et qui est comestible. Moi, j'ai jamais essayé. Il faut essayer. Mais il faut essayer en étant sûr de sa détermination. Ça, c'est un des principes en champignons, c'est consommer avec identification 100% sûre, et puis en consommer peu par semaine, c'est une ou deux fois par semaine, c'est pas tous les jours. Il y a eu des graves intoxications avec des champignons réputés comestibles, parce que les gens en avaient fait quasiment une cure pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est vraiment à éviter. Donc dans cette grande diversité des champignons, il y a des champignons, voilà, là il y en a un autre qui est comestible qu'on a trouvé à proximité d'une zone humide. Là on est dans une forêt où il y a une petite micro-tourbière et on se retrouve avec une chanterelle en tube. C'est une des nombreuses chanterelles qui poussent dans les forêts cévenoles. Alors avec un pied qui est jaune et puis des lames un peu marron, un peu comme velouté, recouvert d'une pruine. C'est un peu particulier. La prune, c'est comme cette espèce de poudre sur le champignon. Chanterelle en tube. On vient de trouver notre premier cèpe de la journée. Ça fait toujours plaisir effectivement de trouver un cèpe. C'est un beau champignon, c'est sûr. C'est vraiment le champignon qui déclenche des passions. Un peu, c'est le roi des champignons. Même si c'est pas, ça dépend des goûts, hein, mais c'est pas forcément le meilleur non plus. Mais il a ce côté, ouais, un peu parfait. Mais là, c'est pas un magnifique échantillon. Il est mangé sur une partie. Mais c'est le bolet, le cèpe de Bordeaux qu'on appelle Boletus edulis en latin. C'est toujours classe de dire ça en latin. Voilà, ce champignon, évidemment, c'est vraiment le champignon qui est le plus ramassé, hein, je dirais même en France probablement. Dans toutes les forêts, que ce soit de hêtraies, d'épicéas, de sapins. Et on le trouve plutôt à l'automne. Ça arrive en plein été aussi, quand on a des bons orages d'été. Et pour rappel, dans le parc des Cévennes, c'est bien, et même dans toutes les forêts finalement domaniales de France aussi, c'est pareil. Hein. On ne peut pas ramasser au-delà de 10 litres de champignons par jour et par personne. Ça, c'est un peu une question de partage un peu des richesses de la nature.
Et puis, autre principe de base en champignons, c'est de savoir où est-ce qu'on ramasse. Si vous ramassez chez autrui, c'est-à-dire dans des propriétés privées, ben, c'est considéré comme du vol en fait de ramasser des champignons. Donc c'est toujours bien d'essayer de faire un effort pour savoir où vous êtes quand vous ramassez des champignons. Et là on est en forêt domaniale, donc on peut ramasser, mais toujours en respectant ces 10 litres par jour et par personne. Et voilà, c'est vraiment un principe de partage des richesses de la nature, c'est un peu bien de le respecter. Certains sont tentés de faire du commerce, alors quand on est chez soi, on peut avoir ce privilège, mais ça reste très cadré. Et n'importe qui ne peut pas s'improviser ramasseur de champignons et gagner sa vie avec ça, même si de tout temps ça a existé en Cévennes, hein, des gens qui ont gagné leur vie en ramassant des champignons, ou gagner c'est plus un complément financier en ramassant des champignons, mais c'était toujours en ramassant chez soi parce que sinon c'était la guerre avec les voisins. Voilà, donc c'est un beau champignon, un beau cep. Alors voilà, on vient de trouver une petite boule marron qui sort de terre et on se pose la question, c'est un petit peu jeu de devinette, cep ou russule-belette? Parce que tout à l'heure on a vu la russule-belette qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'il y a là. Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, je triche un peu, je vais commencer à enlever la feuille. On va regarder les bords ici comme un petit peu chagrinés, froissés là. Ça, c'est la russule-belette, elle ne le fait pas. Et après, si on regarde dessous, évidemment, le pied très obèse, très gros, il est même plus gros que le reste du chapeau. Ça penche carrément pour un cep. Et évidemment, quand on regarde dessous, c'est une mousse en dessous, des tubes très fins dans lesquels sont produits les spores. Donc c'est bien notre cep de Bordeaux, pas de doute. Et bien là, on est sur deux cèpes, mais pas les cèpes qui se mangent ou pas ceux qu'on aurait envie de manger au premier abord. Et puis qui sont très proches. On peut s'amuser au jeu des 7 différences. Et alors celui-là, ça s'appelle le bolet à beau pied. Et puis celui-là, c'est la récompense des mycologues qu'on a vu tout à l'heure. Alors, une des différences marquées, c'est ça là. C'est ce petit réseau qui fait que ce bolet porte le nom de bolet à beau pied. Il a comme un réseau fin qui est rouge, on appelle ça réticulé. Et chez la récompense du mycologue qui est comestible, c'est un fin duvet rouge très fin. Rien à voir. Alors à la coupe, c'est 2 champignons, c'est assez rapide. On l'a vu tout à l'heure déjà. Du jaune, ça va très rapidement devenir bleu. Et chez lui, je crois que le phénomène est pareil, mais moins rapide. Si, c'est aussi très rapide. Ça bleuit très vite, les deux. Et le dessus, par contre, il y en a un qui est beaucoup plus clair, le bolet à beau pied. Et le bolet dit récompense du mycologue, il a un duvet marron foncé. Voilà. Donc tout ça, ça montre que quand on ramasse des champignons, ben, il faut regarder un peu tout. Hein, on ne ramasse pas au hasard. Il faut faire bien attention à ce qu'on ramasse. Alors le compartiment du bois mort au sol ou même debout en forêt, c'est un compartiment essentiel à la biodiversité en forêt et notamment des champignons. Et on a notamment ce magnifique polypore marginé qui adore manger des vieilles souches ou des vieux troncs d'épicéas, de sapins, de pins. Il adore ça. Et il les transforme en poudre petit à petit. Vraiment, il contribue à recycler cette matière. Donc là, quand il est relativement âgé, parce que ça c'est un champignon qui a plusieurs années, ça vit plusieurs années, et ils sont très intéressants. Là, il y a le premier bourrelet de la première année, ça doit être la deuxième année, troisième année, et a priori, il est dans sa quatrième année, ce champignon. Et au bout d'un moment, ça meurt, et ça devient un logement à coléoptères, notamment. C'est-à-dire, il y a plein de bêtes là-dedans qui vont rentrer et se nourrir de ce champignon, qui n'est malheureusement pas comestible. Enfin, il y a une grosse blague classique de mycologue, hein. Pour manger un polypore comme celui-là, vous le faites cuire avec un caillou. Donc vous prenez un caillou et vous mettez le champignon avec. Et quand le caillou s'attendrit, c'est que le champignon est cuit et vous pouvez le manger.
En gros, ça reste dur, même à la cuisson, ça se mange pas. Par contre, il y a énormément de propriétés médicinales dans ces champignons. On en parlera plus tard, il y a un champignon qui est très connu pour ça. Et vous voyez que ce polypore marginé, il est très différent. Ça c'est le vieux, ça c'est le récent, et ça c'est le tout bébé, tout jeune, qui est orange et blanc dessous. Vous allez dans une vieille forêt de résineux, vous allez le trouver, c'est très classique, du moment qu'il y a du bois mort au sol. Alors j'avais envie de vous parler de ce champignon. D'abord parce qu'il a un nom que j'aime bien, un nom vernaculaire qu'on appelle la golmotte. Ça rappelle un peu Goldorak. Et c'est un champignon qui n'est pas du tout appétissant dans son aspect extérieur. Il y a des coulures marron, rouge sur le chapeau et des écailles blanchâtres, des squames, on appelle ça des squames. Euh, et c'est avec une jolie, comment on appelle ça, un bel anneau, une jolie voile là. Ça s'appelle aussi l'amanite rougissante. Et ce champignon est réputé comestible, mais bien cuit. Alors là, c'est hyper important de dire bien cuit parce que moi j'ai fait un essai en le cuisant mal et on a tout de suite de la diarrhée avec ça. Donc faut vraiment respecter scrupuleusement la cuisson des champignons. Et ce qui est important sur ce champignon, parce qu'il ressemble à un champignon qui est toxique, hein, les amanites, on a tendance plutôt à s'en méfier, parce que dedans il y a l'amanite phalloïde. Celui-là, il a une légère couleur rouge sur le bas du pied et qui remonte assez haut, y compris sur l'anneau. Ça, c'est très important. Et le côté sale sur le dessus, là, rouge et marron, ça c'est typique aussi. Parce que vous avez son sosie qui est avec aussi ses squames, mais entièrement gris et blanc sur le pied, qui est la manite des panthères, elle est toxique. Mais grosso modo, quand on ne connaît pas, on se méfie. Et quand on ne veut pas risquer une diarrhée, on n'essaye pas de cuisiner ce champignon, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, moi j'aime bien, on regarde, on détermine et puis on peut en remettre. On va les laisser aux limaces. Alors ici, ce n'est pas un malabar oublié en forêt, mais c'est un cousin du fameux blob, cet organisme très particulier qui a été beaucoup étudié par les scientifiques, qu'on appelle un myxomycète. Qui est capable de trouver sa nourriture, de choisir un chemin préférentiel. Enfin, si vous tapez blob sur internet, vous allez avoir plein d'informations. Et celui-là, c'est un cousin et qui est très méconnu, qui est normalement un règne tout à fait à part. On considère qu'il y a le règne des animaux, des règnes végétales, le règne des champignons et le règne des myxomycètes, qui est vraiment très particulier. Puisque c'est un peu comme des champignons, mais qui ont la capacité de se déplacer et de se nourrir soit de restes de bactéries, de restes de spores, de champignons, etc. Donc c'est un peu original en forêt de trouver ce malabar tout gluant. Myxo, ça veut dire un peu gluant. Et c'est effectivement gluant comme un malabar. Alors si vous vous baladez en forêt domaniale, en Cévennes, vous allez peut-être rencontrer des arbres marqués comme ça, avec un grand triangle jaune. Ça c'est issu d'une façon pour le parc, mais aussi l'ONF, de marquer des arbres sur un long moment, sur une longue durée. Et l'idée, c'est de conserver des arbres qui ont un intérêt écologique. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle un gros bois vivant. C'est-à-dire quand on commence à dépasser 60-70 cm de diamètre, on considère qu'on est dans des gros bois vivants. Et ces gros bois vivants, ils ont en probabilité plus de chances d'accueillir et des spores de champignons, des spores de lichen, des spores de mousse, et voire des insectes aussi, qui sont arrivés là toute leur durée de vie, pendant 100 ou 200 ans, alors qu'un jeune arbre n'aura pas cette capacité-là. Ensuite, il va avoir plus de chances d'accueillir des blessures dans son houppier, des branches mortes, etc., qui sont susceptibles d'abriter des champignons, des insectes, voire des nids de rapaces. Donc il y a tout un nombre de critères intéressants qui sont utilisés pour qualifier un arbre d'intérêt écologique. Et on essaye d'en conserver un réseau dans la forêt cévenole qui contribue avec les forêts qui sont classées en libre évolution, et puis avec des zones qui sont classées en îlots de sénescence. Tout ça, ça contribue à créer ce qu'on appelle la trame de vieux bois. Et elle est indispensable pour conserver toute la biodiversité de la forêt. Plus on a d'arbres d'intérêt écologique, plus on a de chances que les espèces puissent migrer d'un vieil arbre à un autre vieil arbre.
Si on n'a que des jeunes, on va conserver une biodiversité très limitée. Je présente le lacquer améthyste, un champignon qui est tristement célèbre parce qu'il a battu un record pas très envieux. C'est lui qui a, après Tchernobyl, a concentré un maximum de radioactivité. Et c'est l'occasion de parler que les champignons qui exploitent la partie de l'humus, là, ils dégradent de l'humus, ils sont capables de concentrer les polluants de manière assez énorme. Donc quand on consomme des champignons, il faut bien faire attention à l'endroit où on les ramasse. Et puis toujours est-il, il faut éviter d'en consommer trop souvent. Et il y a certaines catégories, comme les femmes enceintes ou les enfants en bas âge, on peut éviter de leur faire consommer des champignons, c'est pas très recommandé. Les mycologues sont très méfiants vis-à-vis de la mycophagie, c'est quelque chose qui peut, à force, vous faire accumuler des métaux lourds, etc. Donc on fait gaffe, on n'en consomme pas trop, ça nous oblige à être un peu, comment on dit, parcimonieux dans nos récoltes. Celui-là, il est plus facile à récolter. Et ces deux champignons, on va les trouver classiquement dans des amas de branches mortes en forêt, sur de la mousse. Alors là, on est sur une vieille boulet. Une boulet, c'est une forêt de bouleaux. Et les bouleaux, c'est pas des arbres qui vivent très vieux, 80, 100 ans péniblement. C'est des forêts, des arbres de début d'histoire forestière, plutôt en climat montagnard, en Cévennes. Et ils abritent, quand ils tombent au sol et qu'ils pourrissent, ils abritent un certain nombre de champignons qui ne se mangent pas, mais qui sont très intéressants. Et celui qui est là, il est très connu, tout le monde en a entendu parler, des briquets à amadou. C'est l'amadouvier. Et l'amadou, c'est un espèce de feutre qui se situe à la surface du champignon. Il faut creuser un peu le champignon. Et là, actuellement, il y a des coléoptères qui sont venus là-dedans. Des coléoptères très intéressants aussi. Et il y a un feutre qui est utilisé par les Roumains pour faire un artisanat. Ils font des gilets, ils font des portefeuilles. Ils l'utilisent un peu comme le liège au Portugal. Et cet amadou, il sert, donc les briquets amadou, il sert certains l'utilisent comme c'est une toile, c'est un feutre très doux qui sert à sécher les mouches pour les pêcheurs à la mouche. Et autrement, il a donc été utilisé depuis très très longtemps, depuis les hommes préhistoriques, pour conserver le feu. Les cendres qui étaient mises dans de l'amadou pouvaient voyager d'un campement à un autre pendant toute une journée. Voilà l'amadou, donc typique plutôt des forêts de hêtres. À vrai dire, c'est vraiment un champignon des hêtraies sénescentes, mais on le trouve aussi sur bouleau. Et sur bouleau, il y a un champignon encore plus intéressant à trouver. C'est celui-là, alors je ne l'ai pas trouvé ici, mais il faudra chercher. C'est un champignon qui ressemble à rien, qui est tout noir, comme brûlé, qui ressemble à une grosse verrue, et qu'on va trouver à la surface des bouleaux fatigués. Parfois sur arbre mort, mais c'est plutôt sur des arbres sénescents. Et c'est le chaga. Le chaga, il est célèbre. Si vous tapez sur internet chaga, vous allez tomber sur toutes les propriétés médicinales de ce champignon qui sont fantastiques, notamment des propriétés anticancéreuses, d'où l'intérêt, à vrai dire, de conserver toutes nos vieilles forêts parce qu'elles abritent des espèces qui potentiellement vont nous soigner. Donc tout est intéressant dans les champignons. Il n'y a pas que ceux qui se mangent. Alors on a fait une sortie champignon, il y en a qui vont réduire notre sortie champignon à la découverte de ce genre de champignons. C'est pas ça l'essentiel du champignon. L'essentiel du champignon en forêt, bah, il est beaucoup plus discret. C'est ça, j'en ai parlé tout au début. Le mycélium, c'est cette espèce d'enchevêtrement de filaments, de moisissure. Ça a l'aspect d'une moisissure. C'est ce qui est intimement mêlé à la terre, à l'humus, et qui dégrade petit à petit tous les restes de végétaux qui s'accumulent dans la litière forestière. Et c'est ça le champignon, c'est tout ça. Et ça, c'est l'équivalent de la pomme. C'est le fruit, en gros. Et ben voilà, ça se termine notre sortie champignon. Merci de nous avoir suivis. Et puis un petit rappel pour la prochaine balade en forêt. Faites attention à ne pas retourner de manière désordonnée la forêt et notamment les champignons. C'est bien de les laisser tranquilles. Si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de shooter dedans. C'est un premier principe. Vous pouvez aussi faire comme nous.
ramener les déchets que vous trouvez en forêt. Ça fait toujours des forêts plus propres pour ceux qui nous suivent. C'est vachement bien ça. Et puis essayer d'être calme et respecter une certaine quiétude dans la forêt. C'est comme ça qu'on fait les plus belles observations de faune sauvage. Et ne pas oublier un respect scrupuleux de la quantité, de façon à ce que cette richesse soit partagée avec tout le monde, c'est-à-dire 10 litres par jour et par personne. Voilà. Bonne balade en forêt.